Le plus simple, c'est, je vous demande, est-ce que vous connaissez les Yiking? Vous avez entendu parler du mot Yiking? C'est pour ça que je suis là. D'accord, très bien. Et comment vous avez connu les Yiking? J'ai fait une formation de médecine traditionnelle chinoise et voilà, donc je suis acupunctrice. D'accord, voilà, ça explique tout. Oui, mais je ne connais pas encore, mais ça m'intéresse parce qu'en santé, même sur l'horoscope des patients, sur Absolument. La date de naissance, on voit les organes en fragilité, donc je me dis qu'aller plus loin, ce serait intéressant. Ah oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ces Yiking-là, j'ai commencé à apprendre les Yiking avec Claude Pipiton, qu'il appelait les Yiking thérapeutiques. Vous connaissez peut-être Claude Pipiton qui entre-temps est décédé. Et donc, c'est les circonstances qui fait que j'ai appris par hasard les Yiking avec lui. Et avant ça, j'ai pratiqué d'autres pratiques et le Yiking est devenu la pratique principale parce que c'était tellement juste, tellement pertinent pendant les consultations que c'est devenu vraiment quelque chose qui s'est imposé et toutes les autres pratiques se sont arrêtées en fait pour moi et j'ai commencé à proposer des consultations sur 4 heures avec le Yiking. Ce qui s'est passé pour moi, j'ai commencé à la manière de Claude Pipiton à travailler les Yiking, mais avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que des personnes avaient vraiment besoin de comprendre totalement leur fonctionnement, de voir simplement en quoi on répète toujours les mêmes histoires, parfois, pas tout le monde, mais quand on se retrouve avec les mêmes histoires, quand on se retrouve avec les mêmes problématiques. Et en fait, c'est une aide très précieuse pour aller directement regarder le fonctionnement de la personne. Bien sûr, ce n'est pas, quand on a la personne en face de soi, ce n'est pas une étiquette qu'on met sur la personne. Il y a toujours un temps d'écoute pour vraiment se laisser imprégner par le vécu de la personne et ensuite on sait déjà, on connaît son chemin de vie, la cartographie qui lui appartient, mais c'est une cartographie qu'on va voir à travers son histoire. Ça veut dire si j'ai quelqu'un en face de moi qui a comme hexagramme de naissance le numéro 42 et une autre personne j'ai 2 personnes qui ont le numéro 42, ça va jamais être la même chose que je vais leur dire. Ça dépend de la maturité de la personne, ça va être lié à l'âge de la personne, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles ou pas, ça dépend aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en fait c'est un outil thérapeutique, ça a été utilisé par Jung aussi en tant qu'explication d'archétypes, de situations, d'inconscience collective de l'humanité. Vous avez peut-être entendu parler de ça, non? Que Jung avait utilisé les Yiking et il a même écrit la préface du livre de Richard Whelan, le Yiking. Et donc c'est vraiment un outil qui est très méconnu en Occident. Moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, et quand j'ai vu cette roue et tout, ça m'a interpellé, je suis assez curieux. Oui, c'est très très peu connu. Et quand c'est connu, c'est les livres qu'on trouve dans les parties ésotériques des librairies, avec tarot, avec la sorcellerie, avec je sais pas. Et tout est mélangé. Il y a un ou deux livres de Yiking là-dedans. Alors que vraiment, c'est un trésor de l'humanité. Les livres du Yiking, à la base, en fait, on peut dire c'est la base de la pensée chinoise, c'est la base de la médecine chinoise. Il y a même des textes qui disent un médecin chinois qui n'utilise pas le Yiking n'est pas mon médecin. Donc c'est vraiment la base de la pensée, de la philosophie, de la métaphysique, de la médecine, de l'habitat. Tout se base sur ce qui provient du Yiking en fait. Je prononce à l'occidental, je dis Yiking, bien sûr les Chinois vont le prononcer autrement. Certains disent Yiching, certains disent Yiking, et les Chinois c'est entre les deux. Donc je fais simplifier, j'ai dit Yiking, ce qui veut dire en fait, qu'est-ce qui veut dire le Yiking, vous le savez? Le mot Yiking, ça veut dire les classiques des changements. Ce qui veut dire que, des mutations. Voilà, des mutations, des changements. Donc,
ce qui veut dire que tout change tout le temps. Là, on a à chaque fois la description des changements qui évoluent. Nous, on l'a ici en forme de roue. Donc, moi, je travaille avec cette roue. Les classiques des changements à la base nous décrit les changements dans la vie, les changements dans le fonctionnement, dans le comportement, dans l'humanité, dans les situations dans la nature. Et en fait, en même temps, c'est apprendre comment vivre avec les changements. Donc, le I Ching prononce que tout change tout le temps. La seule chose qui ne change jamais, c'est les changements. Donc, c'est beau, je trouve. C'est magnifique. Et en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a absolument aucune sécurité. Nous, les humains, nous cherchons la sécurité. Nous cherchons à construire quelque chose où on peut s'accrocher et on peut être tranquille. Mais en fait, la vie nous montre régulièrement que ça n'existe pas. Au moment où on croit avoir trouvé une tranquillité, quelque chose vient et bouscule tout. Et donc, en fait, tout change tout le temps. On ne peut pas se fier à une fixation, justement. Sinon, on n'est pas vivant. Et en fait, la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc, c'est qu'on apprend avec les Vikings, c'est qu'on apprend aussi dans les formations que je propose, c'est de comprendre en quoi consistent ces changements. Et donc, c'est comme si c'était 64, ce sont les chiffres des hexagrammes, cette entité s'appelle hexagramme. Ce sont 64 hexagrammes qui décrivent les changements. Donc, 64 archétypes qui décrivent les vagues des océans de la vie. C'est pour au mieux comprendre comment surfer avec chaque vague. Si on n'a pas compris, appris ou désappris, si on a désappris par nos conditionnements simplement d'agir intuitivement avec les événements de la vie, les Yiking nous ramènent à notre intuition. Donc ce n'est pas apprendre par cœur un texte qui dit comment il faut faire, même s'il y a une bonne partie de confucianisme dans les textes Yiking qui parlent de morale et de l'éthique, mais simplement les Yiking, c'est surtout apprendre à retrouver sa propre intuition. Donc chacun peut trouver vraiment son utilité dans les Yiking. Toi qui es thérapeute au niveau de la nutrition, tu as les personnes en face de toi, tu peux avec leur date de naissance directement poser la bonne question. Tu vois par exemple quelqu'un qui est le yang absolu. Le yang, je ne sais pas si ça te parle, le yang absolu, c'est cet hexagramme-là, ce sont 6 traits continus. Les traits continus représentent les yang. Les traits interrompus qu'on a là, par exemple, les traits noirs, représentent l'entité yin. Les yang, c'est en fait l'action, la lumière, l'été, vraiment l'effervescence, la créativité, les mouvements. Les yin, c'est la réceptivité de la terre, c'est la femme enceinte, c'est se retirer, c'est plutôt l'hiver, c'est plutôt la nuit. Donc c'est plutôt une forme de passivité, non agir, ne pas intervenir. Donc si les yang étaient seuls sans les yin, ça serait dans son extrême peut-être la guerre. Si les yin étaient sans les yang, dans son extrême, ça serait l'inertie, presque la mort. Donc ici, on a toujours des combinaisons des deux, à des places différentes. On voit ici dans la description yang, yin, 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 yang. Yang, yin, 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 yang, yin. Donc selon l'emplacement de ces traits, il y a une autre histoire qui nous a raconté. Et donc on peut, quelqu'un qui est yang absolu, pour revenir à ça, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir s'imposer, et s'il n'y arrive pas à le faire d'une manière naturelle dans ses actions, avec sa créativité, avec ses mouvements, avec la manière yang d'agir, il peut les développer physiquement, s'imposer corporellement et devenir corpulent, par exemple. Inversement, quelqu'un qui est yin peut avoir des problèmes alimentaires parce que le yin absolu, comme la terre, reçoit toutes les influences, et dans son enfance, dans sa jeunesse, surtout dans l'adolescence, avoir une énorme sensibilité, peut-être vivre les choses beaucoup plus fortement que certaines d'autres personnes,
et vouloir ne pas pouvoir se protéger. Et donc développer, souvent c'est ce qu'on observe dans les lignes absolues, on peut observer par exemple des filles qui dans leur adolescence étaient anorexiques ou qui étaient boulimiques. Donc ces genres des informations là, je fais quelque chose de très court, très résumé, il y a beaucoup plus de détails, mais simplement pour voir qu'avec les Vikings, en tant que thérapeute, on peut vraiment de manière ciblée, très rapidement poser les bonnes questions pour arriver à un résultat. Après, il y a vraiment plusieurs lectures du Viking, il y a plusieurs niveaux de compréhension pour chaque hexagramme. Donc il peut y avoir une lecture totalement fonctionnelle pour le quotidien, pour comment on fonctionne tout simplement. Mais il y a toujours aussi une lecture plus profonde, plus ésotérique, plus intérieure, qui nous décrit un peu la sagesse profonde d'un hexagramme. Donc c'est en fait, on peut dire, c'est 164 sagesses qui ont été mis comme exemple dans un livre. Maintenant, j'ai quasiment commencé avec la fin de l'histoire. Je vais revenir un peu au début. Est-ce que vous savez, peut-être puisque vous n'avez pas entendu parler du Viking, j'imagine que vous ne savez pas d'où ça vient vraiment les Vikings en fait. Au début, il n'y avait pas un livre qui s'appelait les Vikings. Il y avait des pratiques animistes, il y avait des pratiques chamaniques, il y a 6000 ans, 5500 ans, etc. Et donc, on faisait des sacrifices. Et ça partout dans le monde. Dans les tribus nomades ou même des tribus sédentaires, il y avait toujours quelqu'un qui était responsable de la connexion à l'invisible. Et on peut l'appeler chaman ou autre, ou medicine man, ça dépend de la culture, les noms qu'on lui donnait. Chaman, c'est plutôt un nom qui vient de la Sibérie, qui s'est propagé un peu partout, mais en fait c'est un mot sibérien. Mais on peut dire la pratique chamanique qui existait il y a des milliers d'années et à la base du Viking. Et donc en fait, on faisait un sacrifice. Donc ça veut dire on brûlait, on faisait une offrande à l'invisible. On appelait ça en Chine, qui n'était pas encore la Chine, mais j'ai dit Chine pour simplifier. On voulait se connecter aux ancêtres, honorer les ancêtres, leur donner de l'information, du vivant, avec la fumée pour que ça parte vers l'invisible, les ancêtres. Et en fait, la réponse descendait, et cette réponse était des craquelures qui apparaissaient sur des os d'omoplates, des bœufs par exemple. On dit même qu'il y avait des sacrifices humains tout au début. Donc si ça se trouve, il y a eu même des lectures d'omoplates humains, mais ça on ne le sait pas, mais c'est possible. Et donc ensuite, avec le temps, ça s'est un peu sophistiqué, développé, évolué, et on a commencé à prendre que des tortues. Et on a pris la tortue qui a la symbolique du cosmos, de la terre et du ciel. La base de la carapace représente la terre, les hauts de la carapace c'est le ciel, et entre les deux, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Donc on sacrifiait symboliquement des tortues. Et on utilisait la carapace pour avoir la réponse. Et donc, on rapprochait une sorte de baguette métallique chaude, qu'on rapprochait, une sorte d'aiguille baguette chaude très proche de la carapace. Ça crée des craquelures, c'est une manière rituelle de faire pour qu'il n'y ait absolument pas d'interférence à la volonté humaine. Et donc, la craquelure se faisait. Et on pouvait ensuite interpréter cette craquelure et voir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et donc les chamans, entre guillemets chamans, qui avaient une vision globale de tout ce qui l'entourait, de la météo, de la terre, de son intuition, de la forme de la craquelure, il pouvait dans son ensemble dire cette craquelure représente une image. Il a dessiné à côté de la craquelure une image très simplifiée qui correspond à ce que vous pouvez voir ici. Les signes que vous voyez là sont des signes millénaires qui viennent de la préhistoire chinoise. Oui, c'est du chinois ancien. Exactement. Et ces dessins qu'on a fait sur les carapaces des tortues sont devenus l'écriture chinoise.
Donc l'écriture chinoise est basée sur le chamanisme. Et en fait, ces écritures-là, qui sont des petits dessins préhistoriques en réalité, qui sont comme si c'était des bandes dessinées qui racontaient une histoire, étaient d'abord les premières entités du Yiking, avant qu'on le nomme Yiking. Et en fait, il y avait ces dessins sur les carapaces des tortues, et ensuite, on a exterminé les tortues malheureusement, il n'y en avait plus. Il y a eu une phase de transition entre tortues et une forme de divination sans tortue. Donc on a utilisé ensuite des baguettes qui étaient des baguettes de tiges d'Achillée millefeuille de la plante, et on a pris la baguette, on en a fait 50, on a développé une méthode assez compliquée que vous pouvez trouver partout dans des livres, dans des YouTube, etc. Assez compliquée pour élaborer des entités qu'on appelle hexagrammes. Hexagramme, hexa, parce qu'il y a 6 traits. Et ces entités, selon les paires ou impairs des baguettes, les chiffres pairs deviennent des entités yin, les chiffres impairs c'est toujours yang, et donc selon les paires et impairs, on constituait un hexagramme. Et c'est l'Achillée millefeuille, parce que l'Achillée millefeuille, c'est symbolique aussi. C'est symbolique aussi, c'est une plante en fait qui est déjà une plante qui guérit beaucoup de maux, et aussi simplement parce que c'est une plante sacrée dans le chamanisme, et aussi parce que c'est très facile d'en trouver, ça pousse de partout, et parce que ça a une très bonne tige. Si vous regardez, ça fait une très bonne tige droite, on a besoin de tiges droites. Aujourd'hui, on ne fait même plus avec ça, on utilise des tiges de bambou. Mais à l'époque, c'était vraiment très courant, c'était facile. On va dans un champ d'Achillée millefeuille, on remercie la nature, on récolte 50 tiges, et on les laisse sécher, on enlève les parties des feuilles et on les utilise en tant que baguette. Donc en fait, cette méthode-là, ce qui est importé, c'est qu'il n'y a pas la volonté humaine dans les tirages, ce qu'on appelle un tirage. Et donc, on pose une question. À l'époque, c'était quelle affaire des empereurs et des personnes importantes. C'était pas encore démocratisé. Et donc, l'empereur, par exemple, doit se décider s'il doit se retirer d'une bataille, s'il doit partir en guerre, etc. Et les chamans arrivent avec sa carapace de tortue, etc. Il fait aussi en même temps les tirages avec des baguettes, et il a une réponse qui est un hexagramme donné. Et ensuite, il peut aller voir, ok, j'ai cette réponse-là, je vais aller voir sur la carapace de tortue, qu'est-ce que ça voulait dire ou à quoi ça correspond au niveau de l'image. Donc on procédait comme ça. Et entre les deux, bon après, moi je raconte, c'est que les archéologues ont trouvé, il y a toujours des nouvelles et d'autres nouvelles qui s'ajoutent quand on se renseigne. Donc il y a toujours d'autres choses qu'on découvre. Donc ça c'est la version qu'on sait maintenant, comment ça s'est développé. Mais si on pouvait voyager dans le temps et vraiment assister à tout ça, il y a certainement plein d'autres choses qu'on apprendrait et qu'on ne sait pas. Donc il y a eu même une phase entre les deux méthodes, entre les baguettes et les carapaces, qui était une phase un peu énigmatique. On trouvait des dessins étranges qui ressemblaient à des hexagrammes avec des triangles, avec des traits diagonales et des points sur les carapaces à côté des dessins de bande dessinée. Et personne ne savait jusqu'aux années 70-80 ce que c'était. On les appelait les signes étranges. Et en fait, aujourd'hui, on sait, grâce à une conférence qui a eu lieu par un Chinois qui a tenu cette conférence, qui a beaucoup cherché là-dessus, que en fait, ces signes étranges sont les précurseurs des hexagrammes. Qu'avant qu'il y ait des chiffres pairs et impairs pour créer un hexagramme, il y avait plein d'autres chiffres et que c'était une méthode encore beaucoup plus compliquée pour constituer un hexagramme qui disait la même chose qu'un pictogramme. Et donc, ça a été simplifié avec le temps et on a utilisé que les hexagrammes. Et en fait, avec les baguettes, pendant longtemps, on a procédé comme ça avec les baguettes. Et il y a eu une phase où le Yiking est devenu un peu secondaire. C'était pas vraiment quelque chose qui était courant. C'était pendant l'époque bouddhiste en Chine.
Et pendant l'époque bouddhiste, bien sûr, avec le bouddhisme, le taoïsme un peu s'est mis de côté. Et après, les taoïsmes sont revenus, ils ont essayé de créer des temples aussi, comme les bouddhistes, parce qu'ils ont vu s'ils font pas quelque chose, le bouddhisme va prendre complètement le dessus. Et donc, en fait, pendant la période bouddhiste, on a arrêté, ou on l'a pas arrêté, mais les baguettes ne s'est pas utilisées vraiment, et c'est devenu un peu l'outil des 10 heures de bonne fortune dans les marchés. Et c'est pour ça que des personnes qui ne connaissaient pas vraiment les Yikings, etc., ils pouvaient s'en servir pour dire « je vais vous prédire votre avenir », etc. Et ils utilisaient des pièces de monnaie chinoises avec des carrés, des trous en carré, et des tirages avec des pièces pour constituer des hexagrammes. Avec l'hexagramme, on disait « oui, vous allez avoir plein d'enfants », etc. Et donc c'est devenu quelque chose de très banalisé, et on oublie un peu les profondeurs des Vikings. Et donc ça, on l'appelle quelque part à cause de ça aussi un livre de divination, un oracle, alors qu'en fait toute la base du taoïsme, toute la base de la pensée chinoise, elle vient du Yiking. Et en fait, pourquoi Yiking, pourquoi un classique de changement alors que c'était d'abord un outil d'abord on sacrifiait des animaux, puis des tortues, puis on a fait la méthode des baguettes, puis la méthode des pièces de monnaie, parce que en fait, ces hexagrammes qui représentent des archétypes ont été commentés par différents sages chinois qui ont traversé différentes périodes de la Chine. Donc on peut dire que les Yikings, c'est comme un maître anonyme. C'est pour ça qu'on peut poser une question et qu'on peut avoir un tirage, un hexagramme, et ensuite regarder qu'est-ce que ça veut dire dans ces livres, si on arrive à déjà décrypter qu'est-ce que c'est ces textes, parce que c'est paraît assez énigmatique quand on les lit. Et en fait, le but n'est pas d'avoir un oui, non, on devrait faire ci et pas ça, mais c'est plutôt une réflexion, une sagesse qui nous renvoie à notre propre intuition et qui nous renvoie à la réponse qu'on avait déjà et qu'on n'avait pas vraiment encore reconnue. C'est ça, quelque part, quand on fait, entre guillemets, la divination avec les Yikings, c'est surtout par rapport de cette manière qu'on le fait. Mais la manière dont je l'utilise, c'est cette manière de la roue qui n'est pas forcément dans les livres de Yikings. Les livres de Yikings, c'est en fait des chiffres, des 64 chiffres qui se suivent, et avec chaque hexagramme et sa description, la description de chaque trait de chaque hexagramme, il y a l'explication du pictogramme qu'on appelle aujourd'hui de manière simplifiée idiogramme, et à la fin il y a la description de l'opposé de l'hexagramme, etc. Je vous épargne les détails, mais en fait c'est des livres qu'on consulte aujourd'hui, qu'on achète à la librairie, et on peut apprendre comment faire le tirage et on lit les textes. Déjà, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué parce que le texte paraît assez énigmatique. Et chacun peut l'interpréter parfois comme il veut. Alors qu'il y a une vraie sagesse derrière. Donc, en fait, déjà par rapport à la formation que je propose, c'est d'apprendre à comprendre chaque archétype et qu'est-ce que ça décrit. Quelle est la sagesse de chaque archétype. Et chaque de ces archétypes nous concerne, même si il y a des dates de naissance et qu'on peut, avec ces trous, constituer des boussoles de vie pour chacun. Donc chacun, avec sa date de naissance, peut avoir un hexagramme de naissance, et avec cet hexagramme de naissance, on peut avoir 4 autres hexagrammes, parce qu'un hexagramme de naissance contient un autre hexagramme en sens 5 qu'on appelle le nucléaire, et chaque hexagramme de naissance a son opposé en face dans la roue, qui est l'opposé exact, qui représente éventuellement la partie cachée de nous-mêmes, ou la partie qui est souvent vue comme une épreuve ou qu'on fuit éventuellement, alors que c'est exactement ça qu'il faut regarder. Et ensuite, il y a deux autres hexagrammes qui représentent des énergies qui peuvent nous aider en fait sur notre chemin. Sur une croix comme ça. Voilà, c'est comme une croix, exactement. Et donc, comme une boussole personnelle est faite d'un hexagramme de naissance. Son opposé, au centre, se trouve le nucléaire.
les sujets centraux et les deux autres qui sont l'aide et les résultats. Et donc ça sonne tout ça, c'est un peu abstrait et on peut pas. C'est beaucoup mieux quand on fait la connaissance vraiment avec les livres ou avec une consultation, parce que c'est vraiment incroyablement juste. Même moi, je suis en train de le vendre, bien sûr, mais le mieux, c'est d'avoir des témoignages. Mais c'est vraiment un outil absolument incroyable qui n'est pas assez connu. C'est juste ce que j'ai envie de poser ici. Et tout simplement, voilà, c'est pour vraiment comprendre comment déjà on fonctionne nous-mêmes. On sait comment on fonctionne, ça peut être un miroir tout simplement. Mais voilà, c'est comment décrire un outil incroyable qui s'est développé en plus de 5000 ans en moins d'une heure. C'est compliqué, je saute un peu le sujet. Mais j'essaie d'en donner un aperçu au mieux possible. Donc voilà, en fait, quand je propose une consultation, le mieux c'est que je décris ça en premier. Quand je propose une consultation, la personne vient, on fait connaissance, la personne peut me parler de ce dont elle a envie de parler, tout simplement raconter un peu ses questionnements, peut-être chronologiquement l'histoire de sa vie ou pas, ou commencer par ce qui est maintenant là, présent, et parfois ça remonte en arrière, et quand les choses sont pas claires pour moi, je pose de toute façon des questions. Et en fait, ça peut durer jusqu'à 2 heures, cet échange. Et moi, je suis déjà imprégnée de son hexagramme de naissance, de sa boussole de vie. Et ensuite, je donne le retour de sa boussole de vie par rapport à exactement ce qui a été partagé. Et en fait, pendant que j'écoute la personne, je vois souvent ce qui n'a pas été dit. Donc, ce qui est dit, ce qui n'a pas été dit. Ce qui se répète, ce qui constitue un nœud. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est exactement lié au Yiking. Par exemple, quelqu'un qui a l'hexagramme double feu qui représente la clarté, qui représente 2 yeux qui voient avec clarté et qui est en train de perdre la vue. Ou quelqu'un qui a l'hexagramme qui représente l'écoute, une femme qui se penche sur elle-même pour écouter l'intérieur d'elle-même et qui est en train de perdre l'audition. Il y a des histoires comme ça incroyables parfois que je rencontre, ça c'est juste des petits exemples. Et donc pour vraiment clarifier avec cette boussole, un rappel en fait de notre fonctionnement naturel, un rappel de notre authenticité tout simplement, et qui amène une forme d'apaisement dans la vie. Et en fait, c'est dans cet apaisement qu'on peut peut-être un jour devenir tranquille et devenir disponible à quelque chose plus grand que nous, plus grand que cet hexagramme auquel on s'identifie, ce fonctionnement auquel on s'identifie. Donc il y a vraiment plein de fonctionnements et d'utilisations. On peut l'utiliser vraiment d'une manière thérapeutique, liée aux glandes hormonales, tout ça c'est abordé aussi dans la formation, lié aux organes, en partie à l'acupuncture, mais je ne maîtrise pas l'acupuncture, donc je mentionne juste les points importants pour les hexagrammes. Donc ici, je me réduis juste à ce qui explique un hexagramme et un pictogramme avec la mention thérapeutique liée à la médecine chinoise. Et ça, c'est déjà énorme en fait. Donc voilà, pour résumer la roue, vous voyez, chaque hexagramme est lié à une période dans l'année. C'est comme un calendrier cyclique qui tourne. Et en fait, on voit ici, par exemple, du 19 février jusqu'au 24 février, c'est l'hexagramme du retour. Voilà, chaque période d'à peu près 5-6 jours est liée à une énergie, à un archétype. C'est pour ça qu'on peut constituer un hexagramme de naissance et à l'évolution qui va avec chaque hexagramme de naissance. Et chaque hexagramme peut se décomposer en 2 entités
pour le faire encore plus compliqué, là, si vous n'arrivez pas à suivre, vous me dites, hein, peut-être je parle un peu trop vite. Donc en fait, chaque hexagramme est fait de 2 trigrammes. Trigrammes parce que ce sont 3 traits. Et ça, c'est lié à cette roue-là. C'est la première roue vraiment des lectures du Yiking, la roue des trigrammes. On a à chaque fois 3 traits. Et chaque trigramme, il y en a 8, est lié à un élément dans la nature. Par exemple, ces trigrammes-là, c'est les trigrammes du lac, les trigrammes du ciel, les trigrammes du vent, les trigrammes de l'eau, etc. Et par exemple, il y a les noms des merveilleux vaisseaux dans l'acupuncture. Je ne sais pas si ça te parle. Donc ça, c'est des noms des merveilleux vaisseaux qui sont toujours liés au trigramme. Le merveilleux vaisseau d'Aimai, Renmai, etc. Et les noms du trigramme lui-même en chinois, comme Qian, Xun, Kan, etc. Donc par naissance, on est relié aussi à un des merveilleux Absolument, absolument. C'est C'est ça, exactement. Et donc on combine, en fait, on a 8 trigrammes, on a 8 merveilleux vaisseaux. Et non seulement ça, pour chaque trigramme, on a une glande hormonale. Les merveilleux vaisseaux est lié à cette glande, en fait. C'est quoi celui qui est yang et puis yin en dessous là? Ça là? Oui, celui en dessous, la glande qui corrompt. Ça c'est le thymus. C'est le thymus. Les trigrammes du vent est lié au thymus. Et en dessous, c'est quoi alors vers le centre? Les c'est pas un trigramme, c'est un bigramme. Ça là, ça c'est des bigrammes. C'est des entités pour montrer l'évolution à partir du centre, les Tao. En fait, à partir de ces centres non manifestés, le potentiel de la manifestation, qui va à un moment donné, en fait, avoir cette projection, cette séparation en 2 entités, qui est qui est ce texte qui est écrit en dessous, qui dit les Tao donnent vie à l'un donne vie aux 2, les 2 donnent vie aux 3, les 3 donnent vie aux 10 000 êtres, les 10 000 êtres adossés au yin, embrassant les yang, les souffles qui s'y ruent, composent en harmonie. Et ce texte vient du Tao Te Ching. Et le Tao Te Ching, c'est vraiment la base métaphysique du Yiking. Ils sont inséparables, le Tao Te Ching et le Yiking. J'ai juste une question pratique. Bien sûr. Enfin, je sais pas, je connais pas du tout, mais quand je vois ma date de naissance, je vois que je suis allée à gros intestin. Quelle est ta date de naissance? 31 août. Et donc du coup, je vois que si je parle de l'unité du Tai Chi, je suis plutôt yang, alors de nature, c'est ça que ça veut dire, le 1 il est plutôt yang. Alors, là je suis là, ici là-haut. 31 août c'est ici. Oui, c'est là. Exactement. Mais du coup, en fait, je suis reliée à Genmo et au vent, oui, ça me parle il y a bien. les vents et les lacs. Et du coup, là, je serais plutôt de nature yang, c'est ça que ça veut dire? Alors, non, ça ne veut pas dire forcément ça, même si on a une majorité de traits yang, oui. Ouais. Mais on va avoir, alors ce que j'ai fait dans une consultation, je parle, en fait, je vous explique les trigrammes qui composent votre hexagramme. Je vais parler du vent, je vais parler du lac. Le vent, il est dans son fonctionnement, a besoin de se sentir, que ce qu'il fait a du sens, il a souvent besoin d'aider les autres. Et ça lui donne un sens, c'est une forme d'altruisme, un besoin total d'être altruiste. Et s'il ne peut pas entrer dans cette énergie-là, il bascule dans son entité un peu bloquée qui est la tristesse, qui peut atteindre ses poumons. Et là, c'est cet exemple concret qui peut nous montrer en quoi c'est lié à la médecine chinoise aussi. Les vents, il peut développer des problèmes pulmonaires, mais aussi lié au thymus, qui est entre les 2 poumons. Le thymus qui est lié au système immunitaire, qui produit les globules blanches par exemple, et qui en Occident est quasiment disparu chez les adultes, ou devenu un point minuscule, alors que chez le peuple qui vivent dans la nature, le thymus est resté grand comme chez les enfants. Donc ça, c'est des choses, des questions qu'on aborde aussi dans la formation. On parle pourquoi ces personnes-là ont gardé leur thymus et pas nous. Qu'est-ce qui a fait ça? Et ensuite, deuxième trigramme de l'hexagramme de naissance, c'est le lac. Le lac est lié à la thyroïde. Donc on va parler de la thyroïde dans ce contexte-là.
Et on va parler de cette partie du corps qui est liée à la bouche, à ce qui sort et ce qui entre, qui est lié aussi au souffle. C'est le prana qu'on inspire, qu'on expire. Et donc, tout ça est lié au lac. Le lac, en tant qu'hexagramme, double lac, ici, est représenté par une bouche géante, une bouche sur pattes. Donc, on va parler du vent, du lac. Une fois qu'on a compris comment sont les fonctionnements des deux trigrammes, on les met ensemble. On a l'hexagramme en soi, dans son entièreté. Et à ce moment-là, on a une lecture de l'image qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est déjà un hexagramme totalement symétrique. On voit qu'il y a un yin en bas, un yin en haut. Et entre les deux yin, il y a une barre de 4 yang. Ce qui veut dire, selon les descriptions de cet hexagramme, on a ici, on peut dire un fonctionnement yang, mais pas que. Il y a d'autres hexagrammes qui ont des fonctionnements yang. Mais ici, on a 4 barres de traits yang. Ça veut dire, dans le texte du Viking, ce qui est décrit, c'est la poutre fêtière de la maison. Donc, on est quelqu'un qui est en train de vraiment tenir bon avec beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités éventuellement, à tenir même la structure de la maison et qui est tirée dans les deux sens et qui est en train de tenir bon. Et en fait, les yang, il peut avoir un fonctionnement qui est une forme de résistance, une forme de manque de souplesse parfois. Et une poutre qui est en train de tenir beaucoup de poids, beaucoup de choses dans sa vie. Après, ça dépend de l'histoire de la personne et son vécu. Cette poutre-là commence à lentement se plier, risque même de se casser. Donc, on apprend. Après, dans la formation, j'amène de la poésie, j'amène des contes. Je parlais de la conte de La Fontaine, les roseaux et l'arbre qui est chêne. C'est énorme parce que je l'avais choisi comme roseau. C'est excellent ça. Voilà, on va parler de ça et je les lis souvent dans la formation. Chêne qui raconte au roseau, toi, de toute façon, à chaque fois qu'il y a du vent, tu te plies, tu n'arrives pas à tenir. Et le roseau qui répond, oui, mais moi, quand le vent arrive, je me plie et je me redresse, mais toi, tu vas te casser. Et tout d'un coup, il y a une tempête qui arrive et l'arbre se casse. Donc, c'est exactement ça, cet hexagramme, si on peut le résumer en très très court. Après, et donc, attention à ne pas faire trop de choses, tenir trop bon. Je l'appelle parfois l'hexagramme du burn-out. Parce que j'ai eu des personnes en consultation, souvent, qui ont eu des burn-out, même c'est devenu presque le standard, presque mes consultations, toutes les deuxièmes personnes ont des personnes qui ont eu des burn-out. Et donc, en fait, souvent, c'est lié à cet hexagramme. Ou souvent, c'est lié à une grande quantité de yang dans l'hexagramme. Mais ici, c'est vraiment vouloir absolument tenir bon, à tout faire, avoir peut-être 3 enfants, 4 enfants, je sais pas, 2 enfants, faire tout ce qui est dans la maison, avoir un travail à plein temps, faire même une formation, faire le ménage, je sais pas, j'invente, mais faire tout, et à un moment donné, les corps n'en peuvent plus, et ça s'arrête. Et après, on va voir pourquoi, par exemple, c'est lié à la thyroïde qui va produire pour qu'on puisse fonctionner. Et à un moment donné, la thyroïde c'est pas toujours le cas, mais ça peut trop avoir produit, s'épuiser, et ça peut amener vers l'hypothyroïdie. Ou Hashimoto, des allers-retours, des trop, pas assez, etc. Des maladies auto-immunes, c'est lié au lac. Donc, comment faire pour ne pas entrer dans ce fonctionnement et qu'est-ce qui peut nous aider? Donc, on va parler de la souplesse du roseau, par exemple. et on va parler oser demander de l'aide. Ne pas toujours tout faire tout seul ou tout vouloir maintenir tout seul. Donc, déléguer et en même temps être souple. Ça serait en très grand résumé, parce que ce sont souvent 4 heures de consultation, parfois 5 heures. Ce sera le résumé pour cet hexagramme.
Et donc, c'était un bon exemple pour dire comment on aborde les trigrammes, comment on aborde après l'hexagramme. On les voit aussi à travers les pictogrammes après, par exemple. Chaque pictogramme nous raconte une petite histoire qui nous ramène à l'hexagramme. L'hexagramme d'à côté, par exemple, c'est un très bon exemple. L'hexagramme 44 qui s'appelle Venir à la rencontre ou être accueillant. Et en fait, ici, on a un trait yin qui est l'accueil, la réceptivité, la terre, et qui est la souplesse absolue, qui est non-interférence, non-résistance. Et ce trait yin est suivi par 5 traits yang. Encore beaucoup plus de yang. Donc, on a 5 traits yang, un trait yin. La lecture de l'hexagramme se fait toujours du bas vers le haut. Et en fait, les traits, non seulement il y a des changements entre les hexagrammes, un hexagramme peut se transformer et devenir un autre hexagramme selon le changement des traits. Il y a aussi une lecture du bas vers le haut, un trait qui entre en bas et un trait qui sort en haut. Donc le trait yin ici, il vient d'entrer dans le jeu du yang. Et le yang qui veut y aller à fond, travailler, être actif, bouger, créer, qui peut foncer sans réfléchir, et tout d'un coup il y a un trait yin qui arrive et qui le freine et qui dit non, tu vas pas comme ça, et qui freine tous ces 5 traits yang et qui le tire vers le bas. On a l'image d'un arbre qui s'appelle le sol pleureur. Donc on a les branches qui sont normalement, les branches d'un arbre sont souvent vers le ciel. Le sol pleureur, ces branches sont penchées vers la terre. Donc c'est un yang. Est-ce que j'ai dépassé le temps ou pas encore? Donc c'est un yang en fait qui est totalement, qui doit d'abord écouter les yin avant de passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle venir à la rencontre ou être accueillant, venir à la rencontre du yin. Donc c'est un yang qui apprend à écouter les yin. Et l'image qu'on voit ici, c'est juste un bon exemple pour vous montrer comment l'hexagramme est lié au pictogramme ancien des carapaces de tortues. On a ici le seul pictogramme de Viking qui commence avec l'image d'une femme. Donc c'est ce qui est représenté ici, c'est la femme, et à droite, cette femme est penchée vers elle-même pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une femme qui se penche pour écouter ce qu'il y a dedans. Et en fait, je peux l'appeler autrement, c'est l'hexagramme de l'écoute. Donc, avant de partir en guerre, avant d'être impulsif, avant de foncer, on se pose, on sent, on prend du recul, on écoute la situation et seulement là, quand l'évidence s'impose, on part en action. C'est ça, venir à la rencontre. C'est pour faire un résumé total encore, mais c'est un exemple pour montrer comment les hexagrammes, les traits yin-yang, sont liés quand même toujours à un pictogramme. Donc voilà, ça c'est un peu l'utilisation de la roue en très résumé, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais après, l'histoire du Viking est très 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 riche, il y a plein de phases différentes. On l'appelle les Vikings, aujourd'hui, classique de changement, mais en réalité, on devrait l'appeler les Zhou-Yi. Parce que les Vikings, c'est que véritablement les Vikings, ce sont 3 classiques, dont 2 se sont quasiment perdus. On a trouvé des morceaux, un des morceaux c'est le Tao Te Ching, mais en fait, il y a 3 périodes, 3 classiques. La première s'appelle la succession des montagnes, la deuxième ça s'appelle le canon du retour, et la troisième s'appelle les Zhou-Yi, ça veut dire les classiques des Zhou. Les Zhou, c'était une dynastie dans la Chine ancienne, et chaque de ces classiques est lié à un hexagramme. Ils avaient tous les 64 hexagrammes dans leur description, sauf que l'ordre des hexagrammes changeait. Le premier qui est lié aux phases animistes, sacrifices, etc.,
qui s'appelle les successions de montagnes, commençait avec l'hexagramme de la montagne. La montagne symboliquement relie la terre au ciel. La deuxième phase, et là je pourrais vous en parler encore plein, vous raconter plein de choses juste sur ça, mais notre temps est limité. La deuxième, qui s'appelle le canon du retour, c'est en fait, commence avec l'hexagramme de la terre, c'est la phase taoïste. Donc l'hexagramme de la terre, c'est justement la réceptivité totale, les non-agir qu'on appelle les Wu Wei. Wu Wei qui est vraiment la base du I Ching, du Tao Te Ching. On le traduit par non-agir, mais en fait, ça ne veut pas dire rien faire et totalement passif, mais d'être toujours adapté à la situation. Tellement on est à l'écoute de la situation qu'on fait exactement ce qui est juste en synchronicité avec la situation. Parfois, ce n'est pas interférer, parfois, il faut agir. Mais c'est le non-agir parce qu'en fait, on ne fait rien, on est juste un avec la vie. Et ça, c'est une description courte du Wu Wei et c'est lié à cette phase du I Ching qui est cette phase canon du retour. Et ensuite, il y a la phase confucianiste qui commence avec la dynastie des Zhou qui nous a fait la classique des Zhou. Et contrairement à ce qu'on croit, les livres du I Ching, les commentaires du I Ching n'ont pas été écrits par Confucius, mais par les disciples de Confucius. Et donc on a une troisième classique des Zhou, qui est aujourd'hui en fait le I Ching qu'on utilise. Donc on dit I Ching, mais en réalité c'est les Zhou Yi. Et les autres classiques d'avant sont disparus ou existent seulement partiellement. En réalité, les I Ching seraient tous les trois classiques ensemble. Et dans la Chine ancienne, on devait, tout le fonctionnaire, les hauts gradés, ils devraient maîtriser par cœur ces classiques. En dehors d'autres choses, la calligraphie, les tirs à l'arc, etc., ils devraient maîtriser ça par cœur. Donc nous, aujourd'hui, on utilise surtout les Zhou Yi. Mais dans la médecine chinoise, il y a des références aux autres classiques quand même, qui sont très anciennes. Voilà. Donc, pour résumer, on travaille avec la roue des trigrammes qui combinés ensemble, les 8 trigrammes, 8 x 8 donnent 64 hexagrammes. Et ensuite, on constitue l'hexagramme de naissance, la boussole de vie personnelle. Avec cette boussole de vie personnelle, on peut comprendre un peu les cheminements, les fonctionnements d'une personne donnée. Ça peut être utilisé d'une manière thérapeutique très ciblée, ça peut être utilisé tout simplement comme compréhension des situations, des archétypes qui nous concernent tous en fait. Voilà, donc j'ai fait, je pense que je vais devoir arrêter parce que j'ai fait à peu près 1 heure. Est-ce que vous avez des questions avant que ça? Peut-être 2 mots sur la formation. Oui, la formation. Alors, avant, je faisais des formations pendant 10 ans qui étaient des ateliers constitués toujours personnellement pour 2-3 personnes et ça durait selon les rythmes voulus du groupe. Parfois, ça durait jusqu'à 3 ans. Maintenant, j'ai mis en place depuis un certain temps une formation qui est toujours sur 1 an. Donc, la formation qui commence maintenant le 20 septembre sera à la Maison Tara, exactement dans cette pièce. Et c'est une formation bien sûr en présentiel et c'est un vendredi par mois. Donc c'est pas possible. C'est dans la journée? Oui, c'est dans la journée, ouais. Et donc c'est un vendredi par mois. Il y a une autre formation que je propose régulièrement. La prochaine commence en octobre. C'est la même, sauf qu'elle est à distance. Donc celle-là, elle est 2 matinées par mois et celle-là, on décide ensemble les dates. Pour la dernière qui est maintenant en cours, on a fait un sondage. Donc c'est parce que je constatais que c'est ce qui est le plus facile pour tout le monde. On a fait un sondage et tout le monde a mis les dates qui lui correspondent et on a pris les dates des majorités. Et donc comme ça, la majorité peut être présente à toutes les dates. Donc on fait 2 matinées par mois. Donc là, le groupe actuel a décidé majoritairement les mercredis matins. Donc on fait 2 mercredis matins par mois. Mais voilà, ça peut changer, ça peut être à d'autres moments. Donc à partir d'octobre, il y a une formation à distance via Zoom qui est 2 matinées par mois.
sur un an aussi. Et à partir du 20 septembre, c'est ici en présentiel, un vendredi entier. Et c'est enregistré, possiblement avoir en replay les Zooms. Alors les Zooms, c'est bien sûr, à chaque fois qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être présentes, je leur envoie les Zooms, je leur envoie la vidéo pour qu'ils puissent refaire. Et si d'autres en ont besoin pour renoter, on fait aussi, je leur envoie aussi, il n'y a pas de souci. Et vos consultations? Mes consultations ont lieu c'est ou bien chez moi, là où je travaille, à Calion, ou bien à distance aussi. Ah, vous êtes à Calion? Oui, je suis à Calion. Oui. Vous êtes où? Ici à Haute-Croix-de-Pain. D'accord. Je suis à Calion et j'ai fait beaucoup à distance, les consultations aussi. Parfois, vraiment, il y a ma dernière était en Australie. Donc, quelqu'un qui était à Sydney. Et voilà, Il faut compter 4 heures, c'est ça? 4 heures. 4 heures, vraiment avoir libre 4 heures.